commencer cette émission. Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Pierre-Alexandre Gauthier du domaine de Colette. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Alain. Votre domaine, il est situé au cœur des crues du Beaujolais. Vous êtes où exactement ? Exactement, le domaine est situé au cœur des crues du Beaujolais, en la face nord, sur Lantigné, la commune de Lantigné. On touche le vignoble de Régnier. Et donc historiquement, on a toujours eu Régnier, Morgon au domaine, et puis on s'est étendu par la suite. Ouais. Alors vous nous rappelez les noms des 10 crues du Beaujolais ? Du sud au nord, on va faire donc Brouilly, Côte de Brouilly, Régnier, Morgon, Fleury, Chirouble, Juliana, Saint-Amour, Moulin-à-Vent et Chéna. Oui, c'est bon, on doit y être. Normalement, on est au les 10. 10, bravo. Quoi. Et vous en avez 4 sur les 10. Et nous, on a 4 crues sur les 10, donc historiquement, comme je disais tout à l'heure, Régnier, Morgon, depuis 2008 Moulin-à-Vent et 2010 Fleury. Bon, alors un mot sur l'historique. Vous êtes la 4e génération, c'est ça Pierre-Alexandre ? Exactement, 4e génération de père en fils dans le Beaujolais, 3e au sein du domaine. 3e au sein du domaine. Laure, c'est beau ça, non ? C'est aussi une France du vin et elle est très sympa. Mais je trouve que la transmission dans le vignoble, elle est essentielle parce que quand on réfléchit, on plante pour 50, voire plus. Donc on est toujours motivé quand quand on sait qu'un enfant va reprendre. Ça, on projette, on investit et de ça dépend la qualité. C'est vrai. Vous avez quel âge ? Donc moi j'ai 30 ans, je suis installé depuis 2019. Et vous avez toujours voulu devenir vigneron ou vous n'avez pas eu le choix ? J'ai toujours voulu devenir vigneron. Philippe Forbach, un petit mot sur les crues du Beaujolais. On a vu donc les 10 crues. Cette noblesse-là, elle a toujours existé, simplement on la connaît un peu plus aujourd'hui. C'est vrai. On peut parler de ça, mais moi, ce que j'ai envie d'évoquer sur le Beaujolais, c'est qu'on a une image des crus, on a une image du gamay, on a une image du rouge, et finalement, on produit, et surtout cette saison, on est évocatrice de ce genre de vin, des rosés, et de plus en plus de blancs. Et moi, j'aime beaucoup les Beaujolais blancs. Je ne sais pas si vous en produisez, vous, votre niveau, parce que la demande progresse. Moi, je vois dans mon restaurant, et les gens m'interpellent souvent sur ce sujet, par exemple. Oui, donc nous, on produit des blancs et des rosés. Depuis très très longtemps, mon père a commencé, doit être dans les premiers vignerons du Beaujolais à avoir fait des blancs dans les années 90. Et donc on sait maintenant qu'on représente 5% environ de l'appellation Beaujolais, Beaujolais Village en blanc. Il y a aussi une partie qui part en crément, mais la partie blanc tranquille est de plus en plus demandée parce qu'on a des blancs sur le fruit, sur des plutôt sur la vivacité, donc, sur des chardonnays bien sûr. Ouais. En appellation, on a gamay pour les rouges rosés, chardonnay pour les blancs, c'est assez simple en Beaujolais. Et on produit plutôt justement des blancs sur la fraîcheur, sur la vivacité. C'est intéressant dans son propos, c'est qu'il dit on produit aussi des vins de base pour faire des créments. Donc c'est vrai que le Beaujolais... Le Beaujolais fait partie de la Grande Bourgogne. Donc on peut faire des créments de Bourgogne issus de blancs du Beaujolais. Oula, ça se complique. Non, mais tout ça, c'est partie du système d'appellation qui est comme ça. Il y a un pourcentage qui est autorisé de gamay en crément de Bourgogne. Mais la grosse partie des gamay reste dans nos rouges, heureusement, parce qu'on a une belle qualité de rouge aussi, qui est importante à mes yeux. Mais... Alors, vous produisez combien de bouteilles chaque année en moyenne, Pierre-Alexandre ? Donc, nous, en moyenne, on fait à peu près 100 000 bouteilles sur 18 hectares, sur 14 cuvées. 14 cuvées, c'est beaucoup sur 18 hectares, là. C'est pas mal. En fait, on a 2 types de vins. On a des vins d'assemblage avec un habillage classique. On a des cuvées parcellaires sur toutes les appellations avec un habillage avec un code couleur et une cire sur la bouteille. Il faut un doctorat en vin pour vous suivre, non ? Faut être passionné des terroirs pour mettre en avant nos terroirs. Ouais, vous les vendez quand même aux bouteilles ou vous buvez tout seul là, parce que... On les boit et on les vend. Avec modération, évidemment, en tout cas pour la partie... Mais vous avez une cuvée qui porte les autres, une cuvée qui, comme vous savez, en Champagne, le brut représente 80% de la production d'une maison. Est-ce que vous avez une cuvée comme ça qui serait votre brut ? Pas réellement, on a des cuvées de plus gros volume qui sont souvent des cuvées d'assemblage qui partent quand même pas mal à l'export et ensuite on a des cuvées parcellaires qui vont faire l'image du domaine mais qui représentent des plus petits volumes. La gamme de prix, ça va de combien, dites-nous ? On va de 11 € à 26 €. C'est quand même raisonnable, quoi. Est-ce qu'on peut, si on passe dans le coin, venir au claquer une bise ou pas ? Vous êtes ouvert ou pas ? Bien sûr, on est ouvert plutôt sur réservation, parce que j'ai personne en énotourisme à l'année. Mais par contre, sur réservation, on est ouvert, on reçoit du monde très très régulièrement. Et les jeunes vignerons, là, comme vous avez 30 ans, il y en a beaucoup en Beaujolais, parce que ça régénère aussi un vignoble et un état d'esprit, si je puis dire. J'ai envie de dire, il y en a de plus en plus. Il y a eu un petit creux là, sur les vignerons qui ont une quarantaine d'années, ils sont plutôt très peu. Sur la jeune génération de 30 ans, ça revient. Mais ce qui pose problème à l'heure actuelle, c'est qu'on est très peu à reprendre des domaines assez gros, comme moi, de reprendre un domaine familial de 18 hectares. On a beaucoup de jeunes qui s'installent sur 4-5 hectares sur les toutes petites sociétés. Ils vont arriver à en vivre ou pas, selon vous ? En valorisant des bouteilles par eux-mêmes, en faisant une jolie commercialisation, c'est possible. C'est pas simple, c'est un pari qui est osé, mais c'est possible. C'est pas forcément plus simple de vivre sur 20 hectares, il faut commercialiser aussi. Vous valorisez aussi votre terre avec une culture biologique, non ? Exactement, donc moi j'ai repris en 2019. En 2020, on a entamé la conversion en agriculture biologique, qui était déjà bien anticipée par mon père, mais la démarche n'avait pas été faite officiellement. Et lors de ma venue, on a officialisé les choses. Commercialement, ça vous aide, non ? Ça nous aide au niveau réputation, commercialement pour vendre des bouteilles, je ne sais pas réellement, mais ça nous aide à prouver la qualité de notre travail à nos clients historiques et aux nouveaux clients. Et le consommateur vous demande, vous êtes en bio, il s'intéresse ou c'est anecdotique pour l'instant ? Ou alors au contraire c'est une évidence pour lui ?
On a les deux. Ouais, vous avez deux. Vous avez les puristes, Philippe Forbach. Oui, les gens aujourd'hui regardent l'étiquette, souvent la contre-étiquette avec le label bio, etc. Donc ça les rassure, mais ils n'en parlent pas nécessairement. Et alors au niveau commercial, comment vous faites, Pierre-Alexandre? Vous avez des réseaux commerciaux, participez à des salons, comment vous êtes organisé? Alors on fait un petit peu tout. Moi, quand j'ai repris le domaine en 2019, mon père valorisait 60 à 70% de sa production en bouteille. Le reste encore en une partie vrac négoce. L'objectif était de passer à 100% bouteille. On va toucher du bois, c'est réussi à l'heure actuelle. Et en fait, on commercialise 50% à l'export, 50% en France. Et tout est géré par nous-mêmes, hormis quelques réseaux de distribution, mais on n'a pas de vrai gros réseau d'agents. C'est vraiment géré en moyenne par la famille. Ouais, aujourd'hui, c'est la fête de la musique, le 21 juin. Vous faites un peu la fiesta ou pas? On fait la fiesta dans la région. On est une région plutôt festive. On sait recevoir. Mais racontez-nous, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées ou qui vont se passer pendant l'été. Là, racontez-nous. Donnez-nous envie de venir en Beaujolais. Et bien donc le Beaujolais, déjà, c'est un vignoble qui est magnifique et qui a une très belle vue sur la vallée de la Saône et sur la chaîne des Alpes. Depuis le domaine, vous pouvez le voir, on est à 450 mètres d'altitude, on surplombe toute cette vallée. Et pendant tout l'été, vous avez des estivales, des événements qui sont faits dans le vignoble tous les soirs dans diverses régions. Il y en a à Fleury, il y en a à Chirouble, il y en a à Régnier, il y en a un petit peu dans chaque appellation, tous les jours de la semaine. On a quelques campings sympas et pas mal de choses pour venir. Ce qui nous manque, c'est les points d'eau, mais on a tellement de bonne restauration sur place. Les points d'eau, ça vous manque? Ouais, on a très peu de points d'eau. Vous avez des points de vin, vous avez des points de vin, c'est pas mal aussi, ça, non? Exactement, on a des caves sont ouvertes et c'est beaucoup de petits vignerons, donc c'est super sympa à découvrir. Laure? Moi, j'aimerais bien savoir, parmi les 4 appellations que vous avez, est-ce qu'il y en a une qui a une notoriété qui attire plus que les autres? Alors ça, c'est une question très difficile. Moi, je suis vraiment attaché à Régnier, qui est l'appellation vraiment historique du domaine. Et c'est la dernière des appellations. C'est la dernière, c'était créé en 88. Régnier, pour nous, est au cœur du domaine depuis le départ. Mon grand-père faisait des Beaujolais Régnier avant la création de Régnier. Et en plus, ça vieillit très très bien. Hein. J'en ai goûté. Ça vieillit très très bien. Et nous, c'est vraiment notre cœur. On fait 4 cuvées sur Régnier, justement, 14 cuvées, 4 sur Régnier, avec 2 parcellaires. Et on essaie vraiment de mettre en avant ce terroir. Quel type de plat on peut avoir avec un Régnier qui est déjà un peu âgé, celui dont parlait Laure? On va plutôt partir sur ou des viandes en sauce, des poulets, des choses comme ça. Ouais, faut pas des viandes trop puissantes quand même. C'est des vins qui vieillissent très bien, mais par la fraîcheur en fait. C'est la vivacité qui les fait tenir et non la puissance réelle. Et le potentiel de garde, c'est-à-dire que c'est vrai que les Beaujolais, dans l'esprit des gens, on se dit bon, faut le boire vite. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est l'erreur des vignerons, on l'a pas mis en avant. On a toujours parlé des Beaujolais qu'il fallait boire rapidement, et en réalité non. On peut garder les Beaujolais facilement 10 ans et on peut aller beaucoup plus loin. J'ai au domaine des 47 qui sont pas du domaine. Et sinon 1947, exactement. Vous les vendez ou c'est uniquement pour les potes? Uniquement pour les copains. Il faut ouvrir une bonne bouteille. De temps en temps, il y a quand même pas mal de problèmes de bouchons. Ça donne quoi un 1947? En quelle appellation là? C'est en Fleury. En Fleury, quoi. Et ça donne quoi alors comme type de goût, d'arôme? C'est très perturbant et on sort complètement du gamay. On a plutôt un côté, on pinote. Ça pinote quoi. Énormément. Mais c'est plutôt logique parce que finalement le gamay c'est 50% de pinot, 50% de gouais. Donc on peut retrouver le côté pinot sur les vins qui vieillissent. Donc on peut encore déguster des 1947 quoi. Ça existe. Une année symbolique. On va pouvoir dire les Beaujolais vieux et plus nouveaux. Mais il y a plein d'appellations. Les Chinons aussi, on se dit ça peut pas vieillir alors que ça vieillit admirablement bien. Il faut juste laisser un peu de temps, avoir une belle année aussi au départ parce que si le vin est pas bon, il sera pas bon que 50 ans après ou 3 siècles après, non? Mais ça n'existe plus le vin pas bon. Oh bah non, mais surtout pas en Beaujolais quoi. C'est encore moins. Et c'est bien pour faire du vélo chez vous parce que c'est assez plat quand même, hein. Exactement. Il y a des petites montées là, mais ça redescend. Quand on monte, ça redescend. Bon, et la cochonaille, la Beaujolais, c'est sympa, c'est les plats canailles, hein. Ça, c'est toujours les plats plaisirs. Toute la gastronomie lyonnaise descend jusque dans le Beaujolais. Donc c'est vrai qu'on peut profiter de nos vins avec toute cette gastronomie. Qu'est-ce que vous avez pour terminer comme resto sympa de conseiller si on passe du côté de chez vous ou alors comme endroit pour dormir? Enfin, un hôtel, un gîte On a des très bons restaurants dans chaque village. On a beaucoup d'auberges dans beaucoup de villages. On en a à Régnier, à Emeringes, à Juliena, plein d'endroits différents. Et aussi, on a un superbe restaurant qui a été rouvert depuis peu. Enfin, qui a été repris depuis 5 ans. C'est la Maison des Beaujolais qui a la plus grande carte des vins du Beaujolais au monde. Il a 650 références de Beaujolais. Donc si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez y aller. Merci beaucoup, bravo en tout cas Pierre-Alexandre, 4e génération, Pierre-Alexandre Gauthier. Merci également à Laure Gasparotto. Et on se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.